Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient, notre magazine consacré au Moyen-Orient. Au sommaire cette semaine, ce retour en force des djihadistes d'Al-Qaïda à Falloujah. Le gouvernement irakien a perdu ce week-end le contrôle de ce bastion sunnite. De nouvelles manifestations d'immigrés en Israël. Les clandestins contestent une nouvelle loi autorisant leur placement sans jugement en centre de rétention. Et puis l'aventurier Omar Samra, il sera bientôt le premier touriste égyptien envoyé dans l'espace. Rencontre à suivre. Après plusieurs jours de combat, l'État islamique a donc été décrété ce week-end à Falloujah. La zone est désormais entre les mains des groupes liés à Al-Qaïda, une grande ville de 300 000 habitants que le gouvernement irakien promet de reprendre. Après avoir annoncé l'imminence d'un assaut, le Premier ministre Nouri al-Maliki en appelle à la population. Il demande aux habitants de Falloujah de chasser les djihadistes, mais bon nombre d'entre eux ont déjà fui la région. Ashreen Verdian. Ces civils irakiens fuient les affrontements. Ils arrivent par dizaines à Kerbala, à 85 km de Falloujah, leur ville d'origine. Derrière eux, les combats ont été violents entre l'armée de Nouri al-Maliki et les djihadistes. Ces derniers ont désormais le contrôle de la ville. Dans la cité, les coupures d'électricité sont légion. De nombreuses maisons ont été détruites. Beaucoup critiquent la manière avec laquelle le gouvernement mène son combat contre les djihadistes. Vous pouvez voir les dégâts sur la maison. Il n'y avait pas d'hommes armés à l'intérieur. Il y avait seulement une famille. Viser cette famille, c'est cela qui va nous libérer du terrorisme ? Le terrorisme a en effet un autre visage, celui de l'État islamique en Irak et au Levant. Le groupe djihadiste se réclame d'Al-Qaïda et prône une application rigoriste de la charia. Son objectif, instaurer un État islamique transnational. C'est une évolution d'Al-Qaïda, de la lutte armée vers un projet plus politique qui consiste à offrir aux sunnites un projet politique qui efface les frontières nationales au profit d'un émirat islamique qui doit devenir l'épicentre d'un rétablissement au sens plus large dans le monde arabe et musulman du califat sunnite historique tel qu'il existait sous les Omeyyades et les Abbassides durant les premiers siècles de l'islam. Sa cible en Irak, le pouvoir du Premier ministre chiite Nouri al-Maliki. À Falloujah, le groupe bénéficie du soutien d'une partie des tribus locales. Une autre partie s'est ralliée au pouvoir central. La population, elle, est prise entre deux feux. C'est un groupe terroriste, mais qui en vit et progresse, se développe par une politique sanguinaire à l'égard de la population. Donc personne n'ose effectivement s'opposer à eux, c'est clair, sur le terrain. Reste à savoir si l'armée irakienne a la capacité matérielle, opérationnelle, d'affaiblir ce groupe, ce qui est loin d'être évident. La menace est prise très au sérieux par les États-Unis. Washington a offert son aide à Nouri al-Maliki, mais pas question de se replonger dans le bourbier irakien. Cette bataille appartient aux Irakiens. Le président américain et le monde en ont décidé ainsi quand nous avons quitté l'Irak. Donc nous n'avons pas l'intention d'y retourner, ni d'envoyer nos soldats. C'est leur combat. L'Iran chiite a de son côté apporté un soutien plus franc au pouvoir irakien. Téhéran qui se dit prêt à fournir des équipements militaires et des consultants pour lutter contre les djihadistes. Une image à présent, celle du retour à la liberté pour Bünyamin Aygun. Après 40 jours de captivité en Syrie, le journaliste turc a été libéré dimanche. Fatigué mais reconnaissant, le photographe s'est exprimé devant la presse. Des groupes liés à Al-Qaïda sont impliqués selon lui dans son enlèvement. Ces mêmes mouvements soupçonnaient également de détenir plusieurs autres journalistes et notamment nos 4 confrères français. Une journée de soutien a été d'ailleurs organisée pour ce lundi. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres sont retenus, je le rappelle, depuis 7 mois en Syrie. En 2013, l'immigration clandestine a presque stoppé net en Israël. La raison, l'État hébreu a achevé cette année la construction d'une barrière de haute sécurité le long de la frontière avec l'Égypte. Le 10 décembre pourtant, la Knesset durcissait un peu plus sa politique migratoire en adoptant une nouvelle loi, un texte autorisant le placement en rétention des clandestins sans procès et ce jusqu'à 1 an. Les sans-papiers, vous allez le voir, font depuis entendre leur colère. Cécile Galluccio. Nous demandons le droit d'asile, scandent ces manifestants. Sur la place Yitzhak Rabin, des dizaines de milliers de migrants africains clandestins protestent contre la nouvelle loi, votée le 10 décembre dernier. Une loi qui permet de les mettre en prison sans procès. Dans la foule, des drapeaux érythréens, éthiopiens et soudanais.
Tous sont réfugiés et refusent de retourner dans leur pays par crainte de la répression. On demande 3 choses simples au gouvernement israélien. Tout d'abord, d'annuler la nouvelle loi et de libérer tous les prisonniers. Deuxièmement, de vérifier nos demandes d'asile d'une manière équitable et transparente. Et enfin, de nous accorder des droits fondamentaux, y compris le droit de travailler, d'accéder au système de santé. Depuis l'adoption de la loi, plus de 300 personnes auraient été arrêtées et placées dans un centre de rétention. Elles peuvent y rester jusqu'à 1 an. Les autorités israéliennes justifient leur politique par le nombre d'Africains entrés clandestinement, 60 000 en 2012, selon Tel Aviv. Je tiens à souligner que ce ne sont pas des réfugiés, mais des personnes qui enfreignent la loi et que nous allons traiter comme telles. Beaucoup de clandestins entrés dans le pays par la péninsule égyptienne du Sinaï. En 2013, la construction d'une clôture électronique le long de la frontière avec l'Égypte a pratiquement mis un terme à ces entrées clandestines. L'heure de Noël a enfin sonné pour les Coptes, les chrétiens d'Égypte, qui fêtent cette semaine la naissance du Christ. La date correspond, selon le calendrier grégorien, au 7 janvier. Et vous allez le voir, à cette occasion, la sécurité a été renforcée dans le pays. Les festivités interviennent cette année sur fond de violences confessionnelles. Depuis la révolution de 2011 et la destitution de Mohamed Morsi en juillet, de nombreux Coptes ont d'ailleurs préféré quitter l'Égypte. Beaucoup ont choisi comme nouvelle patrie les États-Unis et notamment l'État de Californie. Reportage à Los Angeles de Valérie Defer, Sébastien Voigna et Sonia Dredi. À quelques kilomètres d'Hollywood résonnent des chants religieux coptes. Parmi ces fidèles égyptiens, beaucoup ont fui les violences religieuses exacerbées depuis la révolution de 2011. Le père Bishoy a été le témoin de l'arrivée de centaines d'exilés. Ces 3 dernières années, leur nombre a triplé, même plus que triplé. Chaque semaine, nous recevons plus de 4 ou 5 nouvelles familles dans l'église. L'église aide les nouveaux arrivants à s'intégrer, comme Rami et sa famille. Originaires de la Haute-Égypte, ils ont obtenu l'asile politique il y a 1 an et demi, peu après la victoire du président islamiste. Ma femme ne pouvait pas marcher dans la rue sans porter le voile. Elle ne pouvait pas sortir et marcher seule. Elle aurait pu être kidnappée comme d'autres. Et moi, je pouvais avoir des problèmes à mon travail, dans mes affaires. Je ne me sentais pas en sécurité. Depuis, les frères musulmans ont été chassés du pouvoir, mais pas question pour ces Égyptiens d'envisager un retour au pays, toujours en proie à l'instabilité. Si je pouvais ramener ma famille ici, ce serait l'idéal. Le climat et le nombre important d'églises coptes en Californie attirent les chrétiens d'Égypte. Jeanne Thomas, elle-même d'origine égyptienne, défend leur cas devant les autorités américaines. La plupart de ses clients préfèrent éviter les caméras et garder l'anonymat. Les gens ont peur de donner leur identité ou de montrer leur visage, comme par exemple mon client ici aujourd'hui, parce que cela pourrait lui causer des problèmes s'il veut rentrer un jour au pays, ou même pour sa famille toujours là-bas. Loin des rives du Nil, les Égyptiens peuvent aussi se réunir, place Tahrir. C'est la même image que la place. On a essayé de reproduire la place Tahrir. Ici, chrétiens et musulmans viennent retrouver les saveurs de la Révolution, sans distinction de religion. Nous sommes tous ensemble, comme une famille. Je ne demande pas aux gens qui viennent ici quelle est leur religion. Nous sommes juste des Égyptiens et nous aimons être ensemble. Tant que les Coptes seront victimes de discrimination en Égypte, nombreux d'entre eux continueront de choisir l'exode. Et malgré l'insécurité et l'instabilité qui règnent en Égypte, certains continuent à vivre leurs rêves. C'est le cas d'Omar Samra, 35 ans. Il est à la fois alpiniste, businessman et philanthrope. Il sera surtout le premier Égyptien à se rendre dans l'espace d'ici la fin de l'année 2014. Célébré en héros par la presse égyptienne, lui veut surtout continuer à dépasser ses limites et réaliser de nouveaux exploits. Son portrait est signé de notre correspondant au Caire, Pierrick Laurent. Il y a encore quelques semaines, il pouvait s'entraîner ici en tout anonymat. Mais Omar Samra est en passe de devenir une star en Égypte. À 35 ans, il sera bientôt le premier Égyptien à rejoindre les étoiles. Le voici début décembre à Orlando, en Floride, où il a remporté un concours international.
Des millions d'inscrits à travers le monde et au bout d'une rude sélection, 23 élus ont obtenu leur ticket pour l'espace. Mais pour en arriver là, pour passer chacun des tests, il a fallu à Omar des mois d'entraînement. Le plus difficile est derrière moi. L'objectif, c'était de se qualifier, de remporter la compétition pour pouvoir monter à bord de la navette spatiale. Maintenant, il faut juste que je m'entraîne. Quand ils ont annoncé les résultats, j'ai entendu mon nom, mais ça m'a pris quelques secondes pour réaliser. Je pense qu'en fait, ça restera un peu irréel jusqu'au moment où je serai dans le vaisseau. La navette, développée par une entreprise américaine, n'est pas encore totalement achevée. Mais la voici, imaginée pour les besoins d'un spot publicitaire. Omar s'envolera aux côtés d'un pilote pour un voyage à plus de 100 km au-dessus de notre planète. Dans son appartement au Caire, ce sont pourtant des photos de paysages bien terrestres qui ornent les murs. Car cet astronaute en herbe est d'abord un aventurier. Il est déjà le premier Égyptien à avoir atteint le sommet de l'Everest. Le voici sur le toit du monde en 2007. Il a ensuite gravi les 6 autres sommets, les plus hauts de chaque continent. Pourtant, tout avait plutôt mal commencé. Enfant, Omar était asthmatique. Mais à 11 ans, il s'est rendu compte qu'il pouvait changer le cours des choses. J'avais beaucoup de mal à respirer et à pratiquer n'importe quel sport. Mes parents m'ont donc emmené chez un médecin et il m'a expliqué que j'avais un type d'asthme qui allait disparaître avec l'âge, mais que si je voulais vraiment améliorer les choses tout de suite, je devais me mettre au sport. Donc j'ai commencé à faire du sport, du squash, du basket. Viser toujours plus haut, voilà le message qu'il souhaite transmettre à une jeunesse égyptienne déboussolée par 3 ans d'instabilité. Alpiniste, bientôt astronaute, Omar est aussi chef d'entreprise, le patron d'une agence de voyage durable, de multiples casquettes qui impressionnent ses employés. Bien sûr, parfois, il faut lui dire « j'ai besoin que tu sois attentif là ». Mais moi, je serais incapable de faire autant de choses en même temps et c'est une qualité incroyable. Et Omar ne compte pas s'arrêter là. Après l'immensité de l'espace, il souhaite monter 2 expéditions pour atteindre d'ici un an le pôle Nord, puis le pôle Sud. Et c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Vous restez évidemment avec nous. L'info continue sur France 24.